Bonjour à tous et à toutes. Je pense que nous sommes maintenant assez nombreux. Nous allons pouvoir commencer cette rencontre. Alors, permettez-moi de me présenter. Tout d'abord, je suis Florence Noyer et j'ai le plaisir de diriger les activités de Gallimard au Canada. Tout d'abord, je veux vous remercier de votre présence nombreuse ce matin, même si la matinée est pluvieuse et elle reste encore très estivale. Donc voilà, je vous invite à prendre une tasse de café, à vous installer confortablement, car voici venu le temps de vous dévoiler les moments forts de la rentrée littéraire de nos éditeurs européens. Alors, dans un instant, nous accueillerons plusieurs auteurs, autrices, éditeurs, éditrices pour un moment privilégié où il nous sera donné à entendre des voix singulières et fortes. Pour mon équipe et moi-même, je ne vous cacherai pas que la rentrée est synonyme d'excitation et de joie partagée. Les romans de cette rentrée 2022, vous le verrez, sont souvent graves, déroutants, fascinants, troublants, mais aussi attachants, ironiques, sensibles, généreux et souvent vertigineux. Vous l'aurez compris, nous sommes impatients de vous les faire découvrir et je suis très heureuse de vous dire que plusieurs membres de mon équipe ce matin, Marine, Gilda, Joël, Marie-Dominique, Isabelle et Hugo, viendront tour à tour vous présenter leur coup de cœur. Alors, le premier titre de cette rentrée, intitulé Qui sait, est signé par une jeune écrivaine qui fait son entrée aux éditions Gallimard, Pauline Delabroix-Allard. Vous vous en souvenez peut-être, en 2018, son premier roman publié aux éditions de Minuit, Ça raconte Sarah, avait obtenu une très belle reconnaissance critique et publique, sélectionné notamment au prix Goncourt. Après ce récit intime sur une dévorante passion amoureuse, l'autrice nous revient ici avec un roman virtuose et incarné sur l'identité. Alors, sans plus tarder, je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci. Bonjour, chers amis et collaborateurs, collaboratrices du Québec. Je vous fais une petite vidéo de manière tout à fait artisanale chez moi. Euh, c'est le soir, il est 23 heures et voilà, je suis un peu désolée des conditions de tournage. J'ai fait avec les moyens du bord, mais j'espère que vous m'entendrez. Je suis Pauline Delabroix-Allard. Euh, j'ai publié un premier roman il y a 4 ans aux éditions de Minuit intitulé Ça raconte Sarah, pour lequel j'aurais dû venir au Québec pour le prix France-Québec Marie-Claire Blais. Et à cause du Covid, ça n'avait pas pu se faire, ce que j'ai beaucoup regretté puisque j'ai vécu un an à Montréal pendant mes études et c'est vraiment une ville que j'adore et que j'aurais bien voulu revoir. Voilà, je publie à la rentrée en septembre mon second roman aux éditions Gallimard, mon deuxième roman d'ailleurs, j'espère qu'il y en aura d'autres. Il s'intitule Qui sait. Qui sait, c'est un texte que j'ai longtemps porté en moi, ça fait des années que je songe à l'écrire. C'est l'histoire de la narratrice, Pauline, qui, alors qu'elle est enceinte, se rend à la mairie pour faire sa première carte d'identité. Elle n'en avait jamais eu avant ça, elle a plus de 30 ans, et quand elle reçoit l'objet, elle se rend compte que, après son premier prénom, qui est donc Pauline, suivent 3 autres prénoms, Jeanne, Jérôme et Isée. Et elle est très intriguée, notamment par la présence de ce prénom d'homme, qui n'est pas un prénom mixte, un prénom épicène comme on dit, c'est vraiment un prénom masculin, Jérôme. Et elle commence à interroger un peu sa famille, notamment sa mère, mais aucune réponse ne lui parvient. Sa mère refuse de parler, voilà, elle la laisse un peu dans le silence. Du coup, Pauline décide de se lancer à la recherche de ces 3 personnages
essayer de comprendre, de creuser cette histoire d'identité au moment où elle-même va devenir mère. Le roman est construit du coup en 3 parties, une partie par personnage. La partie sur Jeanne l'amène dans une quête biographique assez traditionnelle sur les traces d'une arrière-grand-mère volatilisée. Puis la partie sur Jérôme, elle la conduit à une sorte de filature d'un ami de la famille dans le Paris des années 80 homosexuel et surtout en Tunisie, notamment dans la ville de Sousse. Puis enfin, la partie sur Isée, qui a été celle, je crois, que j'ai le plus de plaisir à écrire, l'amène à relire, enfin à lire pour une première fois, puis à relire la pièce de théâtre de Paul Claudel, Partage de midi, dont l'héroïne Isée a donné probablement une des pièces du puzzle de l'identité du personnage de la narratrice. C'est un roman qui questionne 2 choses. La question de la vérité, c'est pour ça que j'avais envie qu'on entende qui sait avec le verbe savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut apprendre de soi-même. Et puis aussi la question de l'identité. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on entende qui sait, qui est-ce, qui suis-je. Voilà, c'est vraiment un roman qui navigue entre ces 2 questions-là. Que vous dire d'autre? C'est tout, c'est un cheminement, ça a été un cheminement dans l'écriture aussi. J'ai passé de très bons moments à écrire ce livre et aussi des moments assez douloureux. Donc je crois que ces contrastes-là se sentent à la lecture. Et puis, chose que je n'avais pas fait dans Ça raconte Sarah, mon premier roman, j'ai essayé de faire un pas de côté vers la comédie et je me suis amusée à glisser ça et là des petits moments plus légers, plus amusants. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ce livre vous plaira et qu'on aura l'occasion de nous rencontrer chez vous ou ici en France avec plaisir aussi, mais au Québec ce serait merveilleux. Bonne journée tout le monde. Eh bien, voilà, on va continuer dans la Blanche. Vous le savez, vous ne le savez pas, Florence a dit qu'on allait donner la parole à des éditeurs ou des auteurs, et vous allez le voir, les uns et les autres, ont choisi des lieux divers et variés pour nous présenter ou leur programme ou leur titre. Et tout de suite, nous allons écouter cette chère Maud Simoneau que nous avions eu le plaisir d'accueillir à Montréal avant la pandémie, qui va nous parler de 2 titres qu'elle a de la rentrée. Et puis, vous allez voir dans quel cadre idyllique elle a préparé cette vidéo. Alors, tout de suite, nous laissons la parole à Maud Simoneau. Je vais vous présenter un livre de la rentrée Gallimard qui s'appelle Clara Lee Proust. C'est un livre de Stéphane Carlier, c'est son 8e livre et le premier qu'on publie chez Gallimard. C'est un livre qui a la particularité d'être extrêmement drôle et attendrissant. C'est l'histoire d'une coiffeuse, Clara, dans un salon d'une petite ville de province en France, qui a une vie qu'elle trouve plutôt heureuse avec son chat, son petit ami qu'elle retrouve le soir qui est un type bodybuildé, plutôt charmant mais un peu bas de plafond, et ses parents qu'elle retrouve tous les dimanches pour le repas dominical où on parle de placement financier et de gigot d'agneau. Et un jour, un client laisse un livre, il trouve que c'est un livre de Proust, et qu'elle commence à le feuilleter. Clara, au début, trouve ça vraiment très pénible à lire, et long et ennuyeux, et puis petit à petit, ça fait du chemin dans sa tête, et ça va changer sa vie. Autant vous dire qu'elle ne va plus voir aussi souvent ses parents, virer le petit ami, garder le chat, et s'épanouir avec Proust en poche, parce que c'est comme une leçon de vie continue. C'est un livre irrévérencieux, un livre vraiment d'une drôlerie incroyable, et plein de tendresse aussi. Il n'y a jamais de snobisme pour les personnages, on s'y attache énormément.
C'est un livre que je dirais qu'on pourrait placer entre l'élégance du hérisson et, pour le cadre, Vénus Beauté Institut, puisqu'un salon de coiffure, c'est quand même un lieu éminemment romanesque, plein d'histoires dans tous les sens, et un livre vraiment que vous allez dévorer à la rentrée. Je vais vous présenter un premier roman de la rentrée Gallimard qui s'appelle L'Inclinaison. C'est un roman de Corentin Durand. Corentin a 25 ans. Quand il me l'a envoyé, c'était pendant le premier confinement, enfin juste avant, quelques jours avant. Et il avait donc à l'époque 23 ans. Et dès les premières pages, j'ai été éblouie par le style. C'est une écriture incroyable parce qu'il est capable, il a un très grand prisme d'écriture. Il est capable d'écrire de façon très crue, moderne, et aussi de façon très classique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit vraiment dans une relative misère et qui deal le soir pour s'en sortir un peu. Lors d'une de ses soirées avec un client, il va découvrir, enfin ce qu'il savait déjà qui était latent mais qui là se révèle pleinement, son homosexualité. Et ça va être pour lui un énorme choc. Il est dans un déni total, à tel point que quand quelqu'un lui en parle un peu plus tard et l'interpelle dans la rue, il va se battre avec cette personne et croire l'avoir tué. À partir de là, le jeune héros va se sauver. Il va rejoindre le seul ami qu'il ait, qui s'appelle Le Bleu, qui est un petit mafieux qui vit sur la Costa Brava. Et ils vont, dans un road trip, descendre toute la côte espagnole. C'est un roman qui parle de l'initiation au désir, mais aussi du mal-être de quelqu'un dans la société actuelle, parce qu'il se sent pas bien dans les clichés qu'il peut avoir en tête sur l'homosexualité et dans la société actuelle aussi. C'est un roman qui parle aussi du tourisme sexuel, un peu à la Michel Houellebecq, mais de façon plus douce, et qui dénonce les ghettos qu'on a pour certains tourismes gays par exemple, et aussi la manière qui est pour quelqu'un qui est en marge de la société, la manière très difficile qu'on peut avoir de naître au monde et de s'y épanouir. C'est un roman d'une beauté incroyable, on sent qu'il a lu Guillaume Dustan, Mishima, et ça revisite à travers deux personnages tutélaires qui sont un romancier oublié des années 80 et un oncle du héros qui serait mort du sida au début des années 90. Ça revisite aussi 30 ans de l'histoire de l'homosexualité en France et à travers la littérature. C'est un hommage à la littérature et un hommage au désir qui finit par gagner sur tout. Un très très beau premier roman. Alors, après les titres, donc Clara Lee Proust et L'Inclinaison que Maud Simoneau nous a présentés, Florence le disait tout à l'heure, nous avons demandé à notre équipe de parler d'un des titres qu'ils avaient lus pendant leurs vacances, parce qu'on a des vacances studieuses à lire les titres de la rentrée. Alors, ils n'ont pas l'habitude toujours de parler devant un public. D'habitude, ils sont dans une relation plus personnelle avec leurs clients. Mais donc, vous allez entendre à tour de rôle Isabelle, Hugo, Marie-Dominique et Marine parler d'un des titres de la rentrée. Alors, on commence tout de suite par Isabelle. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Tout le monde te voit et t'entend. Super. Donc, je vous présente La vie clandestine de Monica Sabolo, qui est d'abord et avant tout un récit qui revient sur les faits et gestes d'un groupe anarchiste français qui s'appelle Action Directe, qui a sévi en France dès la fin des années 70 jusqu'à leur procès en 1987. Et plus précisément, Monica Sabolo met en lumière deux destinées, deux femmes de la première, bien, qui sont parmi celles qui ont été les premières recrutées et les fondatrices de ce groupe. Il s'agit de Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron. Pour ce faire, Monica Sabolo a lu beaucoup d'articles de journaux, de revues, d'essais divers et variés, de portraits, même cite plusieurs minutes du procès
d'Action directe, mais surtout, elle a réussi à parler à Eliette Bess, qui a été une sympathisante des premiers jours d'Action directe et qui, grâce à elle, Monica Sabolo a réussi à donc interviewer, rencontrer, même en personne, plusieurs membres d'Action directe toujours vivants. Et rapidement dans le récit, Monica Sabolo va insérer des moments de la vie intime et privée d'elle-même, mais aussi de certains membres de sa famille, des moments de vie clandestine en fait, parce que Monica Sabolo a débuté sa vie en Italie. Les 3 premières années de sa vie, elle les a passées en Italie. Et puis, elle a, en fait, cet épisode de sa vie personnelle a été complètement occulté par sa famille. Et aussi, il y a donc des moments de vie clandestine d'un peu tous les, je dirais, personnages et membres de sa famille et surtout de son père. Des pages troublantes, des pages poignante autour de cet homme qui lui aussi a des pans de vie clandestines, occupe un emploi dans une organisation gouvernementale internationale et peu à la maison. Et la famille déménage à quelques reprises également. Donc, Monica Sabolo intervient et fait intervenir toutes ces vies clandestines qui se répondent et met en lumière donc les motivations des uns et des autres, ainsi que les actes posés ou les actes manqués, les paroles dites, les paroles tues, tout ça dans un ballet extrêmement beau, je dirais, servi dans une prose sobre, précise et très, très élégante. Donc, j'espère que vous aurez le temps un peu de passer un peu de temps avec La vie clandestine de Monica Sabolo, très, très beau livre. Et je passe la parole à mon collègue Hugo Bonneville, qui va également vous présenter une autre pépite de la merveilleuse collection blanche chez Gallimard. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous présenter le 7e et le plus abouti roman de Christophe Onodibio, selon moi. L'action se déroule fin de cette décennie dans une France rongée par l'ultranationalisme, la xénophobie, la fermeture sur l'autre, le repli sur soi, l'autosurveillance, et où on demande à chaque citoyen d'avoir en main un ordiphone pour être rejoint en tout temps par les autorités au besoin. Donc, c'est un roman avec un aspect politique très fort, mais aussi une formidable histoire d'amour qui met en scène une famille soudée et unie, donc Sacha et Mina, ainsi que leur petite fille Irène. Ce sont des intellectuels renommés, du moins ils l'étaient avant que l'époque ne devienne aussi trouble. Ils sont férus de culture antique, de civilisation antique et d'histoire, en particulier la civilisation byzantine. Un jour que le personnage principal, Sacha, donne un entretien télévisé, il va commettre une bévue et va insinuer que le président de la République, qu'on appelle affectueusement Papa, aurait commis quelque chose. À partir de ce moment-là, sa vie va basculer, ils vont être pourchassés par les autorités et ils vont devoir fuir le pays. D'où le titre « Trouver refuge ». S'amorce alors un périple vers le mont Athos, cette péninsule ibérique absolument luxuriante et remplie de beauté, où vivent des moines reclus de religion orthodoxe. En fait, le secret que cache Sacha concernant le fameux président Papa se trouve sur une clé USB. À partir du moment où cette fuite s'amorce au mont Athos, le roman devient un formidable roman d'aventure et puis aussi une fuite donc des autorités. Et ils ne seront pas à l'abri là-bas au mont Athos, ils vont encore être en danger et la fuite va se poursuivre jusqu'à la toute fin. À travers ce roman, oui, politique, c'est surtout une grande histoire d'amour qu'on nous raconte,
mais un hommage aussi à la transmission de la connaissance humaine d'un père à son fils, un hommage à la grande culture, aux livres, à la beauté, à la nature, à l'humanisme, bref, des valeurs qui sont en train de s'éloigner de nous tranquillement. Donc, c'est un roman très ample avec une écriture précise, claire, très accessible et ma foi, j'ai adoré. Alors, j'espère vous avoir donné le goût de le lire. Et sur ce, je passe la parole à ma collègue Marie-Dominique Bergeron qui vous présente le livre Pas tenir debout jusqu'à l'aube, pardon, c'était son précédent. Quelque chose à te dire. Quelque chose à te dire de Carole Five. Bonne journée. Merci Hugo. Donc, oui, je vais vous présenter la nouveauté de Carole Five qui s'initie une espèce de thriller littéraire. Donc, c'est l'histoire d'Elsa Feuillet, qui est une jeune auteure au succès un peu mitigé et qui est une grande fan discrète de l'œuvre de Béatrice Blandy, qu'elle a lue et relue, qui est sa source d'inspiration. C'est une fan discrète parce qu'elle ne l'a jamais rencontrée. Elle n'a pas cherché à la voir lors des séances de signature en librairie ou dans les salons du livre. Mais c'est lors du décès prématuré de cette fameuse Béatrice Blandy que tout va changer dans la vie d'Elsa Feuillet. Elle dédicace donc son dernier roman à son autrice préférée en hommage et le veuf de Béatrice Blandy entre en contact avec Elsa pour la remercier de cette dédicace et pour lui proposer en fait de se rencontrer. Débute alors une relation plutôt troublante et inattendue entre Elsa et le veuf de Béatrice Blandy, Thomas. Elle se retrouve dans les appartements de Béatrice à vivre en quelque sorte la vie de son autrice préférée. C'est tordu, c'est intriguant et il est question également d'un manuscrit inédit de Béatrice. Et si Elsa le retrouvait, qu'en ferait-elle? Surtout que Thomas, donc le veuf, sans dire que ce manuscrit n'existe pas, puis se refuse même à l'idée d'entrer dans le bureau de Béatrice, un espèce de lieu qui lui a toujours été interdit du vivant de sa femme. On plonge tête première dans ce roman qui est très intriguant. Je vous le conseille fortement. C'est léger, c'est drôle. Comme je vous dis, c'est un thriller littéraire très réussi. Donc, j'ai été peut-être un petit peu plus concise que mes collègues, mais je passe maintenant la parole à Marine qui va vous présenter La ligne de nage de Julie Otsuka. Bonjour tout le monde. Ça y est, on me voit. Oui, je suis heureuse ce matin de vous présenter Ligne de nage de Julie Otsuka. Rappelez-vous, Julie Otsuka, c'est l'autrice du très remarqué Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui était paru chez Phébus et qui avait eu le prix Féminin étranger en 2012 et que Folio reprendra cet automne en poche. Alors, c'est encore un très court roman et dans la première partie, par le biais d'une narration au nous, qui nous permet tout de suite, lecteurs, d'intégrer une communauté singulière, celle de nageurs et de nageuses. En fait, vous devenez une de ces nageurs et de ces nageuses qui fréquentent assidûment une piscine considérée comme un véritable refuge, à tel point que ceux qui la fréquentent parlent d'un lieu où on peut être, où c'est le seul lieu où on peut être réellement soi-même. Et donc, Alice, la mère de la vraie narratrice, en fait, de cet étonnant récit, elle en fait partie de cette communauté parce que chaque jour, et ce depuis des années, elle rejoint sa ligne de nage. Et ce, jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse au fond de l'eau et la déstabilise elle, mais l'ensemble de ses camarades de bassin qui sentent que leur équilibre va vaciller et que même la fin de cette piscine est proche. Cette première partie forme une splendide métaphore qui permet à l'autrice de rentrer dans le vif de son sujet, dans une deuxième partie vraiment bouleversante où elle raconte en fait la maladie dégénérative de sa mère et son inévitable progression. C'est une façon encore là assez détournée pour l'autrice de raconter en fait la perte des souvenirs immédiats de sa mère et de son quotidien, de ses habitudes. Elle commence à tout oublier. Et aussi la résurgence de souvenirs bien plus profonds, et notamment ceux de l'enfance, qui sont liés à des traumas, puisqu'en fait, sa mère a été internée enfant dans un camp nippo-américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait écho justement à son premier roman. Et
Julie Otsuka, après cette deuxième partie bouleversante sur la maladie, elle clôture son récit par une troisième partie où, malgré nous, on participe du séjour prolongé dans une résidence privée spécialisée justement dans les troubles de mémoire, où Alice, sa mère, va inéluctablement perdre jour après jour des bouts d'elle-même et de sa vie. Ce qui est magnifique, c'est qu'en 160 pages, Julie Otsuka va raconter avec une poésie, un style exceptionnel et un sens du tragique incroyable, en fait, sa mère et la relation finalement très complexe qu'elle va entretenir avec elle, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Je vous le conseille vivement, c'est un roman exceptionnel qui va, je pense, plaire à tout le monde et qui va vous dérouter parce que sa construction est vraiment incroyable. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, puis je repasse la parole à Gilda. Merci Marine. Alors nous allons maintenant entendre Oliver Geimeister et Thomas Simonet. Oliver va nous présenter le tout nouveau roman de Tiffany McDaniels que nous aimons beaucoup ici au Québec. Et donc Thomas Simonet, lui, va nous présenter en salle le roman Chez Minuit de Claire Baglin. Alors je leur laisse tout de suite la parole. Chers amis libraires du Québec, je suis très heureux de vous parler, même si c'est par l'intermédiaire d'une vidéo. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de revenir vous voir. Mais je tenais à vous présenter le livre de Tiffany McDaniels, L'été où tout a fondu, qui va sortir chez nous à l'automne et que je suis très très fier de publier. Vous vous en souvenez, Betty a été un énorme succès international. Grâce à vous, il a été aussi un succès au Québec, puisque vous lui avez accordé le prix des libraires du Québec, ce qui est une immense fierté pour nous comme pour l'autrice. Et quand on parle d'un auteur comme Tiffany McDaniels, on ne peut qu'être humble. Moi, je suis en tant qu'éditeur époustouflé par son talent. J'ai jamais eu l'occasion de lire des livres qui me touchaient autant, qui m'émouvaient autant, qui me bouleversaient. Elle a cette espèce de grâce que très peu ont de savoir vous toucher au cœur à chaque mot, à chaque phrase. Betty, vous vous en souvenez, se terminait sur le départ de la petite indienne, Betty, qui était prise en stop par un homme et ses deux fils. Cet homme s'appelle Autopsy Bliss. Et il est au centre du nouveau roman de Tiffany, L'été où tout a fondu, qui se passe donc dans la même petite ville imaginaire de l'Ohio où se déroulait Betty, et où Autopsy Bliss est procureur. En tant que procureur, il voit défiler des affaires atroces dans son tribunal, et il s'interroge, il est obsédé par le bien, le mal. Et un jour, par bravade ou autre chose, on le découvrira plus loin dans le roman, il va passer une annonce dans le journal en disant voilà, si le diable existe, qu'il vienne me rendre visite, je l'accueillerai. Et le lendemain, un jeune garçon noir débarque dans cette petite ville perdue de l'Ohio. Il est noir, il a 14 ans, il a les yeux très verts, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Et Autopsy et sa famille, ses deux fils et sa femme vont l'accueillir chez eux. Et il va commencer à faire chaud, et à faire très très chaud. Et des choses bizarres vont commencer à se produire dans la ville et la population va commencer à évoluer, à changer. Et là, vous êtes complètement happé par l'histoire que Tiffany McDaniels vous raconte. Une fois encore, elle a ce miracle, elle réussit ce miracle de raconter une histoire qui n'a rien à voir avec celle de Betty, tout en reprenant ces thématiques sur la tolérance, l'amour, le bien, le mal, qui sont des thématiques universelles, sur la famille, sur l'amour des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, sur l'amour du couple. C'est des romans universels. Elle bâtit son monde, elle bâtit une œuvre incroyable. Je ne peux que vous enjoindre à lire ce livre. Je suis sûr d'une chose, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous souhaite un très bel automne et à bientôt, j'espère. Bonjour à tous, je suis très heureux de me présenter à vous. Je suis Thomas Simonet, le nouveau directeur des éditions de Minuit depuis janvier 2022. Aux éditions de Minuit, j'ai pour charge de continuer ce magnifique catalogue, vous voyez derrière la bibliothèque de la maison, et inventer, continuer pour l'avenir. Pour continuer, j'ai choisi le premier roman d'une très jeune autrice, Claire Baglin, qui est née en 1998 et qui a signé un roman intitulé En salle.
De quoi s'agit-il? C'est une histoire qui repose sur un écart, celui qui nous tient, un écart qui tient deux récits séparés par une dizaine d'années. D'un côté, un récit d'enfance, celle qu'a vécu la narratrice dans une famille modeste en Normandie, entre une mère travailleuse sociale, un père ouvrier ou livrier électricien qui subit des heures de travail extrêmement difficiles et des rotations irrégulières, et un petit frère turbulent. La vie dans cette famille est vécue à la petite semaine, au jour le jour. Elle est faite de débrouilles, d'infinies difficultés matérielles. De l'autre côté, l'autre récit qui s'entrecroise dans ce livre, c'est le récit des 20 ans de la narratrice. Ces 20 ans, elle les vit dans un fast-food. Et elle nous plonge directement dans cet espace clos où elle va être employée, recrutée très durement, puis où elle va être formée et où elle va devoir performer. Là, elle va rencontrer une condition ouvrière très particulière, celle du monde néolibéral, avec la répétition des gestes, la hiérarchie, le corps brûlé, le management, une condition ouvrière qui est peut-être plus froide et plus dure encore que celle qu'a vécue son père. Une condition ouvrière plus aliénante encore. Que s'est-il passé entre ces 10 ans où on aurait pu croire que c'est le récit qui va nous être donné d'une ascension sociale, d'un changement de classe sociale, d'une évasion, et cette clôture dans le fast-food, c'est toute la question que pose ce livre et qui y répond en réalité par un principe littéraire très fin, d'écho, de renvoi, entre cette vie d'avant, dans les années 2010, et cette vie de maintenant, dans les années 2020. On peut rattacher ce livre à la grande tradition littéraire des textes sur le travail. Il y en a un magnifique chez Minuit, L'Établi. Le roman a toujours été le lieu, un miroir tendu à la question de la condition ouvrière. Je crois qu'elle le renouvelle de façon magnifique dans un texte qui touche et qui pose question à la fois, dans une langue accessible qui certainement intéressera vos lecteurs les plus jeunes qui, pour beaucoup, ont tâté de cette expérience du fast-food, que ce soit gustatif ou ce travail, puisque c'est un des rares moyens de gagner un petit peu d'argent facilement aujourd'hui. C'est un livre qui parle d'aujourd'hui et je suis très fier que ce soit le premier pour cette nouvelle rentrée de Minuit avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Donc, rebonjour. Alors, je vais vous présenter Récitatif de Toni Morrison. Il s'agit en fait de la seule nouvelle que Toni Morrison n'ait jamais publiée. On dit d'ailleurs que cette nouvelle, c'est une espèce de condensé de toute l'œuvre de Morrison. Donc, que vous l'ayez déjà lu ou non, cette autrice, je vous conseille vraiment de vous y plonger. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes filles, Twyla et Roberta, qui se voient abandonnées par leurs mères respectives dans un orphelinat. Donc, l'une des mères parce qu'elle est malade et l'autre parce qu'elle danse toute la nuit. C'est tout ce qu'on en sait. Pendant 4 mois, donc, il y a une amitié forte qui va se développer entre les deux enfants, puis elles vont se perdre de vue pour se retrouver à quelques moments dans leur vie. Ce qui fait que toute la force, en fait, de cette nouvelle, c'est que Toni Morrison se joue complètement du lecteur. Si, comme moi, vous vous y plongez sans trop vous attarder, en fait, à la 4e de couverture, sans trop d'idées de ce qui vous attend, vous risquez de vous faire berner. Et donc, en deuxième partie de ce recueil, de cette édition, il y a une analyse de la grande Zadie Smith qui met de l'avant tout le génie de Morrison puis qui remet en question, en fait, la lecture que nous pouvons en avoir fait. C'est 2 livres en un puisque l'analyse de Zadie Smith prend autant d'importance que la nouvelle de Morrison. Et selon moi, en fait, les libraires le savent à quel point je suis enchantée par cette édition. Tout le monde devrait lire Toni Morrison et cette nouvelle, c'est une super bonne entrée dans son œuvre. C'est clairement à mettre entre toutes les mains.
Donc, récitatif aux éditions Bourgois, dont l'éditrice est désormais Valentine Gué, que vous connaissez comme éditrice chez Globe et qui nous présente dans la prochaine vidéo Pourquoi tu revenais tous les étés de Bélène Lopez-Pierrot aux éditions Globe. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du livre de Bélène Lopez-Pierrot, Pourquoi tu revenais tous les étés, que nous publions aux éditions Globe pour la rentrée littéraire. Adolescente, Bélène Lopez-Pierrot, qui est donc journaliste de formation, membre du collectif Ni Una Menos, qui a été créé en 2015 pour lutter, pour dire non au féminicide en Argentine. Adolescente, Bélène Lopez-Pierrot a été abusée régulièrement par son oncle, policier. Des années plus tard, elle décide de sortir du silence et de porter plainte au risque de faire exploser sa famille. Et ce livre est le récit de cette déflagration. Tour à tour, chacun s'adresse à Bélène, l'accuse, la console, l'humilie, l'insulte, prend son parti, remet sa parole en question, parfois interrompue par la langue des actes judiciaires, dépôts de plainte, témoignages, entretien avec les avocats. Et donc à travers cette polyphonie dont elle est le centre, Bélène Lopez-Pierrot fait comprendre ce qu'il en coûte d'ouvrir la bouche quand on est une femme en Amérique latine. Car derrière tout agresseur peut se dresser un système qui garantit le silence des victimes, l'impunité des coupables et la perpétuation des violences sexuelles. Ce livre est un véritable cri de rage, un coup de poing, aussi court que cru, aussi bouleversant qu'efficace. Et Bélène Lopez-Pierrot, en écrivant ce livre, a dit quelque chose de tout à fait original qui n'a pas été, à mon sens, dit par les autres livres tout à fait nécessaires qui confrontent une victime face à son agresseur. Elle dit que la violence est surtout une question de société, qu'une société légitime cette violence. Et donc en faisant parler les documents, en faisant parler sa famille, Bélène Lopez-Pierrot le démontre absolument brillamment. Je vous invite à lire ce livre qui est très soutenu par une autrice que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Gabriela Cabezón Camara, qui est publiée en France aux éditions de l'Ogre et qui a écrit une très très belle préface. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Joëlle, responsable des achats chez Gallimard Diffusion. Et je vous présente ce matin le nouveau roman de Lucie Rico chez POL, cet auteur qui nous avait charmé il y a quelque temps avec son chant du poulet sous vide. Alors, Lucie Rico nous revient ici avec GPS, une histoire forte sur l'amitié, l'illusion, le deuil et la fragilité. C'est l'histoire d'Ariane qui souffre de graves problème de sociabilité. Elle est invitée aux fiançailles de sa seule amie, Sandrine, et elle s'y rend grâce au partage de position que lui fait celle-ci sur son téléphone cellulaire. Quand, à la suite de cette soirée, Sandrine est portée disparue, le partage de position reste activé. Ariane, du fin fond de son appartement, voire même du fin fond de son lit, se met d'abord à suivre ce petit point GPS qui se promène. Et puis, elle se rend physiquement là où l'emmène ce GPS, soit sur les lieux qui ont marqué leur amitié, pensant constamment retrouver Sandrine à travers les déplacements de son cellulaire. Construit comme un thriller, nous aussi, le lecteur, on cherche à savoir avec Ariane ce qui a bien pu arriver à Sandrine et surtout à leur amitié. C'est un roman qui nous tient en haleine, mais surtout qui nous questionne vraiment sur nos dépendances numériques aujourd'hui, dans une écriture complètement juste, efficace et qui n'a pas fini, je crois, de nous étonner. Et maintenant, j'ai l'honneur de laisser la parole à l'auteur Emmanuel Baya-Mactam qui nous présente son nouveau roman intitulé La 13e heure, toujours aux éditions POL.
Alors, chers amis de Montréal et du Québec, bonjour. La 13e heure, c'est un roman qui, par certains côtés, reprend des éléments d'Arcadie. Je reprends le personnage de Farah et l'idée d'une communauté religieuse, mais dans un environnement différent. Et c'est un roman qu'on peut qualifier de millénariste dans la mesure où la 13e heure, c'est le nom d'une église fondée par un certain Lenny. Et cette église, finalement, elle accueille des gens comme nous, des gens que l'état du monde angoisse. Et Lenny tâche de les réconforter et de les galvaniser par la poésie. Il est fou de poésie, en particulier la poésie de la fin du 19e, du début du 20e. Il le récite du Nerval, du Éluard et du Aragon, en espérant qu'ils iront mieux. Et c'est un roman en 3 parties. La première partie, c'est Farah qui raconte, la fille de Lenny, puis Lenny, qui est donc son père, prend la parole. Et dans la 3e partie, c'est Hind, qui est à la fois le grand amour de Lenny et qui est en même temps la mère, mais aussi le père biologique de Farah. La 13e heure est une histoire d'amour, c'est plutôt l'histoire d'un chagrin d'amour, voire de 2 chagrins d'amour à 16 ans d'intervalle. C'est d'abord le chagrin d'amour qu'éprouve Lenny à être abandonné par Hind alors que leur enfant n'a que quelques jours. C'est la façon dont il va s'en remettre en fondant l'église de la 13e heure et puis en s'immergeant dans la poésie et la poésie amoureuse en particulier. Et c'est aussi l'histoire du chagrin d'amour qu'éprouve à retard Hind 16 ans plus tard en comprenant finalement qu'elle a gâché sa vie et qu'elle a laissé échapper le grand amour de sa vie, à savoir Lenny. Donc c'est quand même un roman d'amour. La 13e heure interroge un peu les nouvelles configurations familiales. Alors je l'avais fait déjà avec d'autres livres, mais là c'est peut-être plus central. C'est finalement comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir un enfant quand on est une femme trans en couple avec un homme. Et effectivement, il s'agit de parler de ces nouvelles configurations familiales qui sont pour l'instant très marginales, mais dont on ferait bien de s'inspirer. Ça rendrait peut-être les familles traditionnelles moins aliénantes et moins oppressantes. Alors maintenant, avec Gaëlle Josse, nous allons être dans une histoire de famille aussi, puisque le livre tourne autour d'une relation terriblement difficile entre une jeune femme et son père. Mais je laisse tout de suite Gaëlle Josse nous parler de La Nuit des pères. Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, même par vidéo interposée. Alors oui, à la rentrée, La Nuit des pères, donc un livre de plus, un nouveau bateau qui va prendre le large. Que puis-je vous en dire? Alors tout d'abord une chose qui est importante pour moi, peut-être plus d'ailleurs pour moi que pour le lecteur, mais c'est pas grave, je vous le livre quand même, c'est le livre que je me devais d'écrire un jour. J'ai beaucoup tourné autour, j'ai écrit d'autres livres avant, c'était un sujet difficile pour moi, mais aujourd'hui c'est là. Et je suis heureuse d'être arrivée au bout de cet écrit, comme je disais, autour duquel j'ai beaucoup hésité à écrire. Et très souvent, je me faisais cette réflexion, à quoi bon écrire, à quoi bon la littérature, si finalement c'est pas un jour pour aller le plus loin possible, pour attaquer la roche et pour remonter à la surface ce que peut-être je suis venue chercher depuis toujours, depuis les premiers mots, une fois écrits sur la page. Alors ce livre, c'est une histoire de père, une histoire de fille, une histoire de frère. C'est l'enchevêtrement des sentiments, c'est l'ambivalence des sentiments. Cette question de savoir si le père, à la fois figure de terreur, figure détestée, figure redoutée, mais aussi figure adulée, figure adorée, dont le personnage principal, Isabelle, attend désespérément un regard, un signe, un geste d'amour ou du moins de reconnaissance. C'est donc aussi autour beaucoup des violences invisibles et de la manière dont on se construit en se posant sans cesse cette question qui, moi, finalement, m'a traversé toute ma vie, c'est de savoir si ce père, finalement, il m'avait davantage construite que détruite. Et
bien sûr, on sait que là, il n'y a pas de réponse univoque, elle est mouvante et que finalement, on est la somme de tout ce qui est arrivé. Que vous dire d'autre? C'est aussi cette réflexion autour du fait que la vie nous pousse, que le temps passe et qu'un jour, cette figure de terreur devient simplement un homme fragile, un homme vulnérable, un homme qui va mourir, dont il faut prendre soin et apporter un soin qu'on n'a peut-être jamais soi-même reçu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on reçoit ça? Et puis, ce père, il a eu une histoire. La vie des pères ne commence pas toujours à la naissance des enfants. Et cette histoire est recouverte de nombreuses couches de silence. Et quand le silence éclate, ça fait énormément de bruit. Et ça apporte aussi beaucoup de lumière. Et puis ce père, il va aussi, devant la fratrie réunie, un jour faire une demande, une ultime demande. Alors je ne vous dis pas laquelle, je vous laisse le découvrir. Alors dans ce livre, tout est fiction, tout est inventé, rien n'est inventé. On sait qu'écrire, c'est se souvenir, c'est inventer. Et peut-être est-ce que pendant l'écriture de ce livre, j'ai pris conscience, une fois de plus, mais avec une acuité particulière, combien cette intrication du réel et de l'imaginaire me permettait du moins d'aller beaucoup plus loin que dans une autofiction frontale qui n'est pas mon genre littéraire. Et je crois que les vies de papier sont profondément irriguées de notre sang, de notre chair, de notre âme. Et elles vivent, elles palpitent, elles bruissent, ça je le sais. Alors, une dernière chose peut-être, c'est qu'avec ce texte, j'ai eu l'impression de renouer un petit peu avec l'écriture de La Longue Impatience ou du Dernier Gardien, après des livres comme Ce matin-là, avec une focale beaucoup plus resserrée, ou bien avec Viviane Mayer, un récit biographique. Donc j'ai été heureuse de renouer avec cette plus grande peut-être amplitude romanesque, avec les différentes voix des personnages. C'est toujours quelque chose qui me passionne, que chacun fasse entendre sa voix et que de cette mosaïque, finalement, émerge peut-être une certaine vérité. Voilà, donc ce livre, je vous le confie maintenant. Il est pour vous et je l'espère pour vos lecteurs. Merci de votre attention. Merci. Alors, rebonjour. Je vous parle maintenant de l'Odyssée de Sven, qui est un premier roman de l'Américain Nathaniel Ian Miller, traduit chez Buchet-Châtel. C'est un récit qui nous emmène de la Suède jusqu'aux archipels de l'Arctique. On est en 1916 et l'ermite Sven se retire du monde complètement, ou essaie de se retirer du monde à la suite d'un accident qui l'a défiguré. Pourtant, ce monde le suit et le rattrape constamment malgré la fuite qu'il essaie de faire toujours plus loin vers le nord. Derrière cet homme qui cherche la solitude et qui s'efforce vraiment beaucoup d'être antipathique, se cache un être très sensible, très intelligent, un grand lecteur et un être aimant. Et c'est un être que ne laisse pas disparaître les compagnons qui croisent sa route. Un récit vraiment d'une grande humanité mettant en vedette des hommes costauds, des hommes durs, mais tous très intelligents, qui ne souhaitent en fait que fuir cette société qui les déçoit au début de la Première Grande Guerre. Une ode à la grandeur de la nature, à ces amitiés qu'on choisit. Je me risquerais même à vous dire que c'est une écriture quelque part à mi-chemin entre l'introspection de Knausgaard et les grands espaces de Kim Line. Ça vaut la peine, je pense.
Alors, j'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à la grande Alison Bechdel, autrice du célèbre Phone Home, qui nous annonce son nouveau roman graphique, Le secret de la force surhumaine, qui paraîtra chez De Noël Graphique. My book, The Secret to Superhuman Strength, is about my lifelong relationship with exercise as a way of looking at the connections between the mind, the body, the self, nature, and the universe. As a kid, I was obsessed with the bodybuilding ads in my comic books and their promise of invincibility. As I got older, I pursued various forms of physical exertion like karate, running, cycling, skiing, yoga, in a quest for the feeling of transcendence I would get from that physical exertion. The book begins in the small town of Pennsylvania, where I was born and spent my childhood, but it was quite a socially conservative place, and I knew at a young age that I needed to get out of there. As a young lesbian in the 1980s, I fled to the city, first New York, then Minneapolis, because cities felt like the only safe place. But I missed country life, and at age 30, I moved to Vermont in New England, where I still live today. It's a rural state, but with a more tolerant and open-minded culture than where I grew up. The book begins with my birth in 1960 and ends with the moment I finished writing the book in 2020. It's literally the story of my life, decade by decade, an attempt to chart my personal growth as I move from that childhood state of immediacy and oneness into adolescence when that gets shattered, and then into adulthood when you begin the long, arduous process of trying to get back to a sense of wholeness, but on a whole new level with all the self-awareness you've managed to accumulate, but hopefully with none of the narcissism. The book is a memoir, so the character who most resembles me is, I would have to say, me. But the book is also about various progressive-minded writers who share my concerns about the self, namely the Beats, the British Romantics, and the Transcendentalists. I find all kinds of parallels between these writers' messy personal lives and my own. Our fear of intimacy, our addictive behaviors, our addiction to the idea of transcendence itself. It's perversely comforting to know that I'm not alone in these struggles. The book was inspired by a youthful drug experience. When I was 20, I took psilocybin mushrooms and spent a quietly ecstatic summer day in Central Park, freed from the painful constraints of what I normally thought of as myself. It was the best feeling I ever had, and I've been trying ever since to get it back through meditation, through psychotherapy, through my creative work, and obviously through exercise. I've spent so much energy finding and repairing myself over the years, but as I move into old age, the next feat seems to be learning how to let go of it. Alors, lorsque nous avons découvert qu'il y allait y avoir une nouveauté d'Andreï Kourkov cet automne, on s'est dit pourquoi ne pas lui demander de faire une vidéo. Alors, nous avons lancé une de nos attachées de presse, Laurel Guillemin, à l'assaut des éditions Léana Lévy. Et vous allez entendre Andreï Kourkov vous parler de L'Oreille de Kiev, qui est un roman policier. Alors, je laisse tout de suite la parole à Andreï Kourkov. Bonjour, je suis Andreï Kourkov, écrivain ukrainien. Après l'écriture des Abeilles grises, j'ai commencé à écrire un nouveau roman en 2018 qui sortira dans sa version française le 20 octobre cette année sous le titre L'Oreille de Kiev. C'est un roman historique avec des éléments des romans policiers. Qui se passe en 1919 à Kiev pendant la guerre civile. Le héros principal, qui s'appelle Samson, pendant un des pogroms de Kiev, perd son père et son oreille. Et à cause de ça, il devient le détective de la police kievienne. En fait, j'ai commencé à écrire sur le sujet de la guerre civile après les révolutions d'octobre 1917 en Ukraine,
presque par hasard à cause d'une lectrice qui m'a envoyé des boîtes avec des dossiers originaux des polices secrètes des bolcheviks. Et comme ça, j'ai dans mon appartement à Kiev, au moment, 3 ou 4 boîtes avec des dossiers, avec des histoires magnifiques, incroyables, avec des protocoles, des papiers, des juges, des polices. Et là, il y a beaucoup d'histoires, mais bien sûr, je vais aussi ajouter des histoires que j'invente moi-même parce que j'adore inventer des histoires aussi qui peuvent être si fortes comme les vraies histoires des boîtes des polices secrètes. Alors, nous allons maintenant rapidement avec Marine vous parler des autres titres qui feront cette rentrée. Alors, Marine. Oui. Voilà. Alors, je te laisse commencer pour continuer dans la blanche. Oui. Avec des livres très engagés politiquement, comme Le Trésorier payeur. Vas-y, je te laisse aller. C'est ça. En septembre-octobre, en blanche, on aura un certain nombre de choses. Vous n'avez pas tout ce qui va apparaître, mais un certain nombre d'entre eux. Un roman de Pierre Adrian que vous connaissez déjà, parce qu'il avait publié 2 romans aux Équateurs, qui est un roman très intimiste, l'histoire d'un jeune homme qui revient dans sa maison familiale. C'est l'histoire d'un été en pente douce, si je puis dire. Très joli roman intimiste. Le deuxième roman de Geoffrine Donadieu, après son Histoire de France, qu'elle a fait publier il y a quelques années. Et donc, en effet, un nouveau Yannick Enel, Le Trésorier payeur, qui est à la fois, comme toujours, déroutant, un roman sur le capitalisme, et qui s'avère être en fait un roman sur une grande histoire d'amour. Donc, vraiment un roman incroyable qui vous plaira assurément. C'est quand les banquiers deviennent sympas. Voilà, si ça se peut. Aussi, je vous mentionne un roman dont vous entendrez parler par vos représentants, Mourir avant que d'apparaître, un livre qui raconte la relation entre Jean Genet et Abdallah, dit le funambule, et la suite des mémoires de Pierre Nora, Une étrange obstination, et un nouveau, donc Olivia Rosenthal. Pour le mois de novembre-décembre, du gros stock. On aura un nouveau Sylvain Tesson, un nouveau Christian Bobin, un très beau aussi roman de François Sureau, et puis évidemment la suite de la parution du phénomène littéraire de l'année, donc ces manuscrits retrouvés de Louis-Ferdinand Céline. Donc après l'énorme succès en librairie chez vous là, de Guerre qui continue, donc on va publier au mois de novembre Londres, donc ce deuxième volet. Si vous avez suivi un petit peu dans les médias littéraires, on a maintenant le dessous de qui a remis ces manuscrits. Enfin, c'est une vraie saga. S'il y a un écrivain parmi nous pour nous raconter l'histoire de ces manuscrits retrouvés, ça ferait aussi un grand roman. Et puis, on a aussi la suite de cette histoire intime de la Ve République par François-Olivier Gisbert. Vous avez accueilli en librairie Le Sursaut en janvier dernier. Donc, on continue avec La Belle Époque. En monde entier, une rentrée aussi, là, on ne vous présente pas l'ensemble des titres, mais on en a choisi quelques-uns. Un recueil de nouvelles épatant, drôle et à la fois glaçant roumain, Mon cher Marie de Buzarovska, vraiment sur la vie conjugale dans toute sa beauté et son horreur aussi. Roy Jacobson, qui après sa trilogie sur cette famille de pêcheurs norvégiennes, au début du XXe siècle, en fait, le monde entier publie un roman qui est plus ancien, mais qui est un grand roman sur l'histoire de la Norvège, donc qui s'appelle Les Vainqueurs. Donc, ceux qui aiment les grandes sagas familiales et les grands romans, vous serez servis. Et aussi, le monde entier accueille donc Rachel Cusk, La Dépendance, cette autrice américaine que vous connaissez parce qu'elle a déjà publié aux éditions du Boréal. Donc, vous verrez, c'est un roman aussi étonnant, très écrit. Voilà, je vous laisse le découvrir.
Et puis, le monde entier poursuit ces grandes retraductions. On a eu plutôt cet été Des souris et des hommes, et donc on poursuit avec Steinbeck Les raisins de la colère. Voilà. Alors, côté série noire, espionnage, on a donc Chang qui nous replonge dans Taïwan aujourd'hui. Et on retrouve ce héros absolument sympathique qui est membre des services secrets, qui a été légionnaire, mais surtout qui est un cuisinier hors pair. Le précédent, je vous rappelle, il avait son wok avec lui. Il l'a encore, là. Il est cuisiné dans un boui-boui. Et on va voir que dans ce titre-là, le président qui est en campagne de réélection est soi-disant attaqué. On l'a menacé. Et on accuse évidemment notre héros, il doit se défendre. En fait, c'est à la fois la cuisine et on découvre la vie politique de Taïwan qui est intéressante en ce moment. On a aussi un nouveau Deon Meyer, Cupidité. On retrouve nos policiers de la Ox là, qui vont cette fois-ci en région. Et comme toujours avec Deon Meyer, c'est comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud. Et là, il s'attache à nous parler de tous les problèmes d'immobilier que le pays a connus et est en train de connaître. Un nouveau Jonesbo, c'est nouveau, j'ai envie de le dire, c'est un recueil de nouvelles sur la jalousie. Collapsus, c'est un roman très intéressant sur une crise écologique. Et puis, on continue avec Marc Duguin et sa nouvelle collection d'espionnage. Voilà ce qui fait, évidemment, on a Plus bas dans la vallée de Rache. Donc, voilà qui fait le tour de la série noire. Et puis, si on continue dans les policiers, on a, vous savez que Guy Meister a ouvert à autre chose que la littérature américaine. Ils ont ouvert à l'Italie avec cet auteur Pulitsky. Donc, L'illusion du mal, c'est un deuxième livre qui met en scène, nous sommes en Sardaigne, et qui met en scène ces deux femmes qui sont policières, deux femmes complètement opposées, mais qui font une équipe absolument extraordinaire. Et puis, un nouveau Greg Johnson avec encore l'incontournable Wal Langman comme héros dans Le cœur de l'hiver. Alors, on poursuit avec quelques nouveautés chez Christian Bourgois et aux éditions de Minuit. Donc, aux éditions de Minuit, à côté du Claire Baglin que vous a présenté Thomas Simonet, on aura un nouveau Yves Ravet. Là encore, un portrait social, une scénette sociale drôle et cynique, mais très, très juste. C'est l'histoire d'un couple au bord de la rupture qui, pour éviter la séparation, s'offre un voyage en Sicile. Et évidemment, ce ne sera pas sans surprise. On a aussi, donc, je voulais vous le mentionner, un roman, en fait, une réécriture de l'histoire de France à l'aube du XVe siècle. Ce roman Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun, qui est, comme le dit bien son titre, extrêmement fantaisiste et qui plaira à ceux qui aiment les romans truculents, drôles et en même temps qui nous livre une page d'histoire qu'on connaît bien, mais sous un autre angle. Donc, c'est vraiment réjouissant. Et enfin, un grand roman américain de Ben Lerner, L'école de Topeka, qui est un roman, j'ai envie de dire, à la Franzen, parce que je sais qu'il en sort un aussi cet automne. Un grand roman familial, social, comme savent faire les Américains. Donc, ça, je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce genre de lecture, donc vous apprécierez également. Alors, chez nos amis POL, on a Martin Winkler continue avec son personnage de France. Vous vous rappelez ce héros qu'on a connu dès l'enfance. Et aujourd'hui, France a grandi et est maintenant en Amérique. Il y a aussi un Emmanuel Carrère. Alors, peut-être à la manière d'Hannah Arendt qui avait suivi le procès à Jérusalem de Eichmann, Emmanuel Carrère a décidé, lui, de suivre, et ça a duré de nombreuses semaines, le procès des attentats de Paris de 2015.
il s'était engagé, il l'a fait à toutes les semaines, publier un texte dans l'Obs. C'était un texte très poignant où il racontait ce qu'il avait vécu. Et donc là, les éditions POL ont repris ces textes-là, mais bien sûr augmentés avec d'autres commentaires d'Emmanuel Carrère, donc un livre passionnant à lire. Un nouveau Nicolas Fargue aussi, et puis 2 autres livres chez Globe, un d'Alba Donati et l'autre de Priva Heinz. Chez Sabine Vespizer et Zulma, cet automne, on aura notamment, donc chez Sabine Vespizer, un premier roman, sa préférée, un très court roman, l'histoire en fait, d'une jeune femme qui va raconter que sa sœur, c'était la préférée de son père qui abusait d'elle. Donc, c'est un roman très dur, mais qui évidemment, qui marque. Enfin bon, ceux qui ont le cœur bien accroché aimeront et verront aussi que l'objet littéraire que Sarah Jolien-Fardel fait de cette histoire tragique. Aussi à noter que Sabine Vespizer s'est laissée tenter par la parution de mémoires de cet acteur d'origine irlandaise, Gabriel Byrne, Mes fantômes et moi, des mémoires passionnantes sur sa vie d'acteur, en fait improvisé. Donc voilà, c'est assez étonnant chez Sabine Vespizer, mais très intéressant. Et chez Zulma, c'est une rentrée, comme toujours, très en couleur, très, très diverse aussi. Un nouveau Marcus Mall qui est vraiment un grand roman, le grand roman de toutes les manipulations. Vous voyez ce tourbillon sur la couverture, ça annonce bien la couleur. Et on aura un nouveau Hubert Haddad, toujours un roman très littéraire sur la littérature, sur l'amour de la littérature. Et une deuxième parution de cet auteur saoudien que vous avez remarqué il y a quelques années avec Le Messie du Darfour, qui revient avec La princesse de Zanzibar. Et enfin, un premier roman d'un auteur cubain, Appelez-moi Cassandre. Chez Libella, également, on aura un nouveau roman de José Calachurra, Je suis Jésus, que on avait tous beaucoup aimé Borgo Vecchio. Voilà ce nouveau roman. Et enfin aussi, que je tenais à présenter, Mon bel animal, qui est de ce jeune auteur néerlandais, Ringenveld, qui avait eu un succès étonnant en librairie avec Qui sème le vent. Donc là, c'est un roman aussi qui est assez dur sur une histoire d'abus, mais dans une ferme. Enfin, c'est un roman, je pense qui encore une fois vous étonnera par la qualité de son style et la manière qu'il a étonnante d'aborder un thème qui est souvent écrit, mais enfin, c'est de façon très, très étonnante. Et puis, je vais vous mentionner qu'on finit la publication, enfin, le dernier volume, le 5e volume de la saga des Casalets, La fin d'une ère, et qu'au même moment paraîtra en folio la suite, donc la publication en poche des premiers volumes. Et enfin, chez De Noël et Eliana Lévy, chez De Noël, je vais vous mentionner la parution de l'essai de ce grand économiste, Odan Galor, Le voyage de l'humanité, qui est un livre, en fait, vraiment qui résonnera et qui, autant que Sapiens, à mon avis, en tout cas, qui va faire autant parler de lui, qui a une ambition assez similaire, mais en fait, le projet de cet économiste, c'est de se questionner à savoir pourquoi l'espèce humaine a-t-elle, dans le fond, supplanté toutes les autres espèces? Et partant de cette question-là, il s'interroge finalement sur les causes des inégalités. Donc, c'est vraiment un livre passionnant, très abordable, touffu, évidemment, exigeant, mais somme toute vraiment abordable. De Noël publiera aussi plusieurs romans français dans cette collection toute rouge. Là, vous voyez en bas ma théorie sur les pères et les cosmonautes, et plusieurs romans étrangers, dont Open Water, qui est l'histoire de 2 artistes noirs à Londres qui vont tomber amoureux, mais qui vont être rattrapés évidemment par le racisme ambiant.
Et je voulais vous mentionner aussi que De Noël, étant l'éditeur de Sampé pour tous ces livres d'humour, donc avait prévu de publier, avant qu'on apprenne malheureusement sa disparition il y a quelques jours, un recueil de Sampé en Amérique, donc qui paraîtra ici au mois de novembre. Et pour la rentrée, Liana Lévy, outre le Kourkov que l'auteur vous a présenté lui-même, on aura 2 romans, un roman français de Dany Ericou Rada-Igraf, qui est l'autrice du très sympathique La Cuillère, et puis Gio Morgan avec Machin Machine, qui est un roman de très proche anticipation qui s'interroge sur est-ce que finalement notre hyperconnectivité, la technique, etc., nous apporte le bonheur. Je pense qu'on a tous une réponse à cette question. Voilà, ça fait le tour évidemment, quelques titres de notre rentrée. Il y en aura d'autres. Vos représentants auront le plaisir de vous partager tout au long de l'automne cette rentrée assez formidable, comme l'a dit Florence, vraiment diverse, sensible, percutante. Voilà. Donc, je repasse la parole à Gilda pour le mot de la fin. Merci. Mais le mot de la fin sera celui de la visite des auteurs, parce que la pandémie est peut-être un peu derrière nous et donc les auteurs osent traverser l'océan pour venir nous visiter. Et alors, nous aurons dès le mois d'octobre Odile Olave-Dottir, vous vous rappelez, pour son lumineux livre, c'est le cas de le dire, La vérité sur la lumière, sur ce métier de sage-femme, qui, comme Fatima Das, vont venir à Montréal et à Québec. Elles sont invitées à Québec en toutes lettres. Un peu plus tard, au moment du Salon du Livre, nous recevrons Mélis de Kerangal et 2 auteurs italiens, dont le magnifique Giuliano da Empoli, qui est l'auteur du Mage du Kremlin, dont tout le monde a hâte, je vous le dis, de le rencontrer, et une autrice italienne aussi qui publie au Mercure de France, Chiara Mezzalama, qui sera donc à Montréal aussi au moment du Salon du Livre. Et bien sûr, on attend avec impatience, ça fait presque 3 ans qu'on ne les a pas vus, la fabuleuse équipe de POL, et ils ont toujours une botte secrète parce qu'ils ne nous disent jamais à l'avance avec quel auteur ils viendront. Eh bien voilà, ça termine donc ce 2e volet de la présentation de la rentrée de nos éditeurs hors Québec. On vous remercie beaucoup de votre présence. Cette matinée, enfin cette heure que nous avons passée ensemble a été enregistrée et Jean-Baptiste Matler, qui est celui par qui tout est arrivé aujourd'hui sur le plan technique et organisationnel, que je tiens à remercier, qui est un nom que vous devez retenir, hein, il fait maintenant partie de notre équipe depuis le mois de juin. Donc Jean-Baptiste pourra envoyer la vidéo à ceux qui la souhaitent. En tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes une magnifique rentrée, de belles lectures en perspective. Alors, à très bientôt et au revoir.